Mesdames et messieurs, bienvenue. Un très bon lundi chez nous. C'est un honneur de vous retrouver. Messieurs et dames, aujourd'hui nous allons parler, si vous voulez, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de 3 sujets d'actualité chez nous. Nous allons parler d'abord de ce crash. Lorsque les versions se croisent et s'opposent, on en parlera. Dans la deuxième partie, est-ce que Félix Tshisekedi est-il prêt pour la guerre? Est-ce qu'il est prêt pour la guerre? On en parlera dans la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est du jamais vu, une correction de budget qui passe de 7 milliards à 10 milliards. Depuis que nous avons commencé, cette gouvernance, ça a toujours été des exercices assez difficiles. Mais au moins là, aujourd'hui, on arrive à le réussir. On en parlera. Qu'est-ce qui a été fait vraiment? Ça vient d'où? L'impulsion vient d'où? On essaiera de discuter objectivement et scientifiquement dans le but de vous aider. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc bienvenue. Les journaux n'en parlent pas beaucoup aujourd'hui. Il n'y a que le titre de 10 milliards de dollars du jamais vu. Ce n'est pas moi, mais c'est le vrai modérateur. C'est le vrai modérateur qui en parle. La prospérité parle du CLC qui insiste sur la non-violence. Le CLC veut bien mener sa marche, mais il insiste sur la non-violence. Et la manchette parle plutôt du CLC à nouveau dans la rue. Ça sera ce 19, on en parlera. RDC contredisant Félix Tshisekedi, les ONG demandent le maintien des sanctions de l'Union européenne. Alors, aujourd'hui, vous avez certainement suivi un habitant de Kato, de Kolé, un territoire dans le Sankourou. C'est vrai, moi j'avoue que c'est la première fois que j'entends parler de ces secteurs. Comme le témoigne lui aussi l'informateur, il dit lui-même que leur territoire est méconnu. Et de toute façon, l'avion, l'Antonov, qui avait connu ce problème, se retrouvait là. Alors, je voudrais d'abord ici commencer par poser le problème. Mesdames et messieurs, chaque jour qui passe, vous comprenez que ce pays n'est pas gouverné. Ou du moins, ce pays se cherche une gouvernance. Chaque jour qui passe. Comment voulez-vous qu'un avion fasse un crash et tombe dans un territoire et qu'on vienne le découvrir 4 jours après? Ça veut dire 4 nuits. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Ça veut dire 24 heures multipliées par 4. Pendant tous ces temps, personne ne sait. C'est-à-dire personne n'est au courant. Donc, si les villageois ne s'étaient pas rendus au champ, il n'y a rien qui allait se passer. On n'a pas le savoir. On a déployé, entre guillemets, des hélicoptères pour aller faire ceci, pour aller faire cela, mais rien du tout. Est-ce que cela ça ne nous dit pas tout de suite qu'on n'a pas le contrôle? Ce pays n'a pas été contrôlé. Ce pays n'a pas été gouverné. Malheureusement. C'est ce qu'on appelle aussi l'absence de l'autorité de l'État dans le coin. L'État doit être omnipotent. Mais bizarrement, c'est plutôt les villageois qui vont découvrir et qui informent et attendent. Est-ce que vous imaginez? Ils informent et ils attendent. Il fallait attendre assez longtemps pour qu'on vienne découvrir ce qui se passe là-bas. Ça, c'est le premier élément. Un deuxième élément, ici, j'aimerais dire aux gens, soyons un peu sérieux quand on essaie de donner des informations aux gens. N'amenons pas notre volonté à nous, notre manière à nous de voir les choses. Ce qui est très important, c'est de présenter d'abord les faits. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Nous pouvons commenter, mais présentons d'abord le fait. Ici, le fait, c'est que vous avez un avion qui tombe, je ne sais pas moi, comment on appelle, à coller. Mais allons plus loin. Il y a beaucoup de versions maintenant. Et ces versions-là ne font que ça n'apporte plus le crédit, en fait. Ça décrédibilise même notre État, notre nation, notre manière de faire les choses, notre armée, nos services de sécurité. Finalement, on ne peut plus faire confiance. On parle de quoi exactement? Des questions qui devraient être posées. Plusieurs versions. La première version, c'est que bon... des versions, parce qu'il y en a beaucoup, hein, et plus il y a beaucoup de versions, plus ça constipe même la compréhension. On ne sait plus finalement à quel sein se vouer. Regardez, on nous dit d'abord en premier, c'est tomber vers le Maniema. Bon,
On sait que le Maniema et les Sankourou ne sont pas si loin que ça. Mais le lieu d'impact, de là où on nous a dit à Maniema, et le lieu d'impact où effectivement ça s'est produit, mais il y a vraiment une distance, c'est pas possible. Ceux qui nous ont dit que c'était tombé au Maniema, ils s'étaient basés sur quoi? Et les photos qui ont circulé avant, c'était des photos parties d'où? Mais il y a eu certains médias qui en ont vraiment parlé comme c'était la vérité. Deuxième version, eh bien, il y a beaucoup de gens, des morts, on parle, pardon, de 48 personnes, d'autres parlent de 22 personnes. Bref, on continue même à ne pas maîtriser l'effectif dans le vol. Donc, on va dire la vérité, il y a une contradiction entre le manifeste et les gens réellement qui ont pris cet avion. Ça veut dire, dans le manifeste, il y a un nombre connu, reconnu, et en réalité, il y a un autre nombre inconnu. Donc, ça prouve à suffisance que soit, si la version elle est vraie, qu'il y a eu des gens au-delà du manifeste, alors ça prouve à suffisance qu'il y a eu une légèreté totale dans la chose et surtout dans la gestion. L'avion a un manifeste et l'avion reprend tout ce qui a été à bord. Donc, vous ne pouvez pas nous dire à nous aujourd'hui, non, le manifeste contient 8 personnes et que l'avion a embarqué 28 personnes. Oui, mais on est d'accord, mais les 20 personnes sont entrées sur base de quoi? Qui leur a donné l'ordre de rentrer? Ou c'est une compagnie d'aviation, ou c'est rien du tout. Il y a donc beaucoup de versions. Et jusqu'aujourd'hui, même la compagnie elle-même de cet avion n'arrive pas à s'exprimer librement, qu'on nous dise exactement qu'est-ce qui est arrivé. Ou même combien de gens ont pris finalement, ont fait ces déplacements. Combien ont pris bord à ce voyage, disons à cet avion. À un moment donné, ça devient compliqué. Beaucoup de versions. Et la version que je ne supporte pas, ou disons que je ne conçois pas, et des hypothèses qu'il faut tout de suite écarter, c'est quand on vient faire croire aux Congolais que non, l'avion n'a pas été abattu, l'avion n'a pas eu de problème, ainsi de suite, il y a eu plutôt un problème d'atmosphère, il y a un problème de surcharge. On parle de deux faits. Le premier fait, on dit c'est l'atmosphère. Deuxième fait, on dit c'est la surcharge. On va réfléchir un peu. Comment un avion surchargé peut mettre 54 minutes en train de voler? Pourtant, quand vous posez la question à certains aviateurs et certains ingénieurs, ils vous disent à partir de 50 minutes ou 54 minutes, l'avion prend une stabilité quelconque. Je ne suis pas expert en aéronautique, mais nous posons des questions à ces gens-là. Je me bats pour le questionner, ceux qui ont fait l'aviation civile, ceux qui pilotent les avions. Nous avons des relations comme ça à qui nous posons des questions. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un avion qui est surchargé peut tenir pendant 54 minutes? Et là, il me dit, mais Christian, il faut réfléchir comme ça. Tu sais ce que ça veut dire 54 minutes? Tu connais la vitesse avec laquelle l'avion décolle. Cette vitesse-là, et tu le multiplies dans 54 minutes, et tu penses que l'avion serait où? Juste au-dessus de vos maisons? Mais non, ça les a pris une autre allure. Et puis l'atmosphère a des couches. Il y a des couches de turbulence, et puis il y a des couches, et puis il y a des couches, et puis il y a des couches. Mais non, là, on nous raconte des histoires, Ce qui est vrai, au niveau de l'atmosphère, je n'ai pas beaucoup d'éléments parce que ma question ne tournait pas autour de ça. Ma question aux ingénieurs a tourné autour de la surcharge. Et toutes ces personnes que moi j'ai eu à consulter, ils m'ont dit, en tout cas, ce n'est pas possible. À 54 minutes, en tout cas, on ne peut plus parler de la surcharge. On peut parler peut-être d'une panne, on peut parler peut-être d'une erreur, ou alors, mais on ne peut pas parler d'une surcharge. Donc, c'est du faux. Et puis, parlons de la surcharge, pardon. On peut parler de la surcharge, excusez-moi. Quelqu'un dit, sans rire, il dit, non, écoutez, vous savez, l'avion a un tonnage de 10 tonnes. On dit 10 tonnes. On est d'accord? 10 tonnes. Maintenant, réfléchissons. On dit le blindé du président, c'était 7000 tonnes. Pardon, 7 tonnes. Ça fait 7000 kilos, quoi. Ok. Donc, 7 tonnes. Mais ça reste 3 tonnes. Alors, vous allez me dire que dans l'hypothèse où il y avait 70 personnes, entre guillemets, où il y avait 40 personnes, ou en tenons-nous à ce qu'ils nous disent de 8 personnes. Donc, vous avez mis des gens dans cet avion, 8 personnes, toutes ces personnes avaient 400 kilos, 400 kilos. Pour que même les 8 atteignent une seule tonne.
Et puis ils vont aller plus loin pour dire non, il y avait aussi des maïs, il y avait des foufous. Bref, les gens veulent vous faire croire qu'il y a eu une surcharge pour finalement trouver la réponse à leurs problèmes. Non, mes frères, il ne faut pas gober des histoires fausses comme ça. Cette histoire de surcharge est une fausse histoire, c'est un alibi. Les gens veulent se cacher derrière quelque chose. Aujourd'hui, la thèse du complot commence à prendre corps. La thèse que l'appareil a été abattu ou même saboté commence à prendre un peu le corps. Il y a eu beaucoup de versions finalement. Et une autre version qui raconte sur les réseaux sociaux, on dit non mais écoutez, l'avion du président avait des minéraux à l'intérieur et finalement il fallait saboter l'avion. Mais ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Comment un avion peut avoir des minéraux et on le mettrait seulement, on mettrait seulement dans la voiture? Pourquoi on ne le mettrait pas dans le cargo tout entier? Pourquoi on ne le mettrait pas dans le carreau tout entier? Donc vous pensez que si Félix Tshisekedi a besoin de voler les minéraux, entre guillemets, dans leur version, s'il doit voler les minéraux, il le volerait dans son camion? Est-ce qu'on est sérieux? Donc il est incapable lui aussi d'affecter tout un avion pour aller prendre des minéraux et les vendre. Donc il est incapable de le faire, il serait plutôt capable seulement de prendre le minerai, de le mettre dans sa Jeep. Donc il y a ici des fausses versions qui finalement circulent. La version de l'atmosphère peut se comprendre dans la mesure où on sait bien que ces appareils-là, aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, les appareils sont dotés quand même des capacités pour faire face à certaines atmosphères, à certains problèmes et tout. Mais les anciens appareils, pas du tout. On est d'accord que cet Antonov n'est pas un bon appareil. Non, on est très bien au courant que si vous regardez le type de crash qu'il y a eu dans ce pays, vous vous rendez compte que les Antonov, ils ont. Et ce qui est vrai, c'est que Antonov, moi, je me rappelle avoir pris un Antonov de Goma à Mbandaka. On a tapé quelque chose de 4 heures de temps comme ça. En 97, si je ne me trompe pas. C'était une compagnie EIB, si vous vous rappelez encore EIB à l'époque. On a fait ça, on a fait tout ça la trajectoire, voilà. Et aujourd'hui, vous savez que les journalistes qui étaient partis avec les chefs de l'État sont partis avec cette histoire-là. Antonov en modèle, voilà, dans les conditions les plus difficiles qui puissent exister. Il y en a d'autres qui voulaient même rentrer dans l'avion, il y a beaucoup qui ont refusé de prendre cet appareil-là. Ce sont des vieux appareils qui sont fatigués, des vieux appareils. Aujourd'hui, donc quand vous marchez, vous circulez avec, rassurez-vous d'une chose, c'est que la mort est à côté de vous, quoi. Vous circulez avec votre propre mort parce que ces appareils sont non seulement vieux, mais pour la plupart des cas, très mal entretenus. Ces appareils, Antonov, voilà, avion avec les réacteurs et tout. Alors, donc au-delà de tout, il y a beaucoup de versions, mais qui parfois sont des versions fausses, qu'on ne peut même pas accréditer, qu'on ne peut même pas aujourd'hui croire. La thèse du complot, à mon avis, reste une thèse qui soit assez convaincante. Donc, j'ai comme l'impression que du jour au lendemain, ça commence un peu à dessiner, à donner finalement les signaux qu'il n'y a pas eu surcharge. Plutôt un crash, disons, il n'y a pas eu surcharge, mais plutôt un sabotage d'appareil. Alors, si on s'en tient à la version de ce villageois, il dit que les villageois ont peur de toucher l'avion. Très bien. Les villageois, en même temps, il dit les villageois ont vu qu'il y avait une voiture à l'intérieur, une Jeep à l'intérieur. Il parle d'un véhicule à l'intérieur. Le véhicule se trouve dans quel état? Réfléchissons un peu. Quand il y a crash, comment le véhicule peut se trouver toujours dans l'appareil et qu'il n'y a pas eu explosion? Dans quel état l'appareil se trouve? Je n'affirme rien. Et je ne mets pas en doute aucune thèse. Seulement, j'essaie d'apporter une petite lumière. Vous savez, le blindé, c'est une autre matière que les voitures normales ici. Le blindé, c'est du blindé. Alors, le blindé, ce n'est pas du papier. Ce n'est pas un truc qui, finalement, après un choc, après le feu, et la voiture se volatilise du réservoir jusqu'au siège. Je ne comprends pas. Si déjà on peut trouver une personne, qui est composée d'une chair, qui est si facile à être brûlée, à être consumée, mais comme votre raison, le fer, on ne le trouverait pas. Posons-nous juste des questions. Comment un homme peut être retrouvé et pas un blindé? Parce que le villageois nous parle d'un véhicule. Est-ce qu'il s'agit de ce blindé-là? Mais qui l'a vu? Parce que quand on lui pose la question, est-ce que vous avez été là vous-même? Il dit non. Voilà comment toute la République alors, et tous les savants du Congo vont devoir faire foi au témoignage de quelqu'un qui n'était pas sur place. Est-ce que vous imaginez ça? C'est-à-dire que nous tous là, on est là en train de regarder celui qui était là.
la personne qui nous informe n'était pas sur place. Lui aussi, elle aussi, la personne a eu l'information de quelqu'un qui se serait rendu sur place. Et puis la même personne dit, nous n'avons pas touché l'avion, nous avons peur de l'avion. Mais quand même, comme curieusement, il peut vous dire qu'il y a un véhicule à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Réfléchissons un peu. L'appareil tombe, et il y a crash, et puis pouf, comme par miracle, le pilote est le seul survivant, jusque-là, on va dire, et le blindé est là. Bon, le véhicule est à l'intérieur. Donc, le véhicule se trouve dans l'état. Ou même le véhicule se trouverait brûlé. Je ne sais pas imaginer ce scénario. Est-ce que ça s'est passé ailleurs et on a juste apporté les débris de l'avion et autre chose sur place? Est-ce le pilote, celui qui est là, qui est-il vraiment? Le journal, par exemple, La Manchette, essaie de nous parler du pilote en question. Crash de l'avion, qui était vraiment le pilote? C'est des questions qu'on se pose. Mais en même temps, on a suivi une vidéo d'une dame qui parle de leur entreprise, de leur compagnie, qui serait une bonne compagnie. En même temps, vous suivrez d'autres sources d'informations qui vous parlent que le pilote serait prisonnier, je ne sais pas moi, d'une prison quelque part. En même temps, moi, j'écarte l'hypothèse de la prison. Je me dis, mais ça sert à quoi d'être prisonnier? Quand on a été prisonnier, où est le lien entre faire la prison et devenir pilote? On peut faire la prison dans son plus jeune âge et puis devenir pilote après. Donc, c'est une hypothèse à écarter. Restons dans l'hypothèse où le pilote a été retrouvé et qui ne parle à personne. La question, elle est fondamentale. Ne parle-t-il pas à personne parce qu'il ne veut pas parler à personne? Ou ne parle-t-il pas à personne parce qu'il ne connaît pas la langue dans le terrain? Il y a encore une hypothèse qu'on ne parle peut-être pas beaucoup. Ce pilote-là ne parle-t-il pas parce qu'il n'a pas le pouvoir? Il n'a plus la capacité de parler? Est-ce qu'il a été touché dans sa tête? Ne nous faites pas ce qu'on nous a fait à l'époque. Hein. On nous a dit qu'il y avait des gens qui étaient victimes d'un accident, d'un crash d'avion. Il y en a d'autres qui avaient des traumatismes crâniens. Mais comme par magie, leur promotion, c'était des premiers ministres. On nous a dit que des gens étaient fracturés dans les jambes, mais qu'on retrouvait tous les samedis à Kinshasa dans les boîtes. On nous a dit qu'il y a des gens qui ont eu des lésions au niveau de la tête, mais c'est des gens qui ont continué à gouverner. Ils veulent même gouverner. Alors à un moment donné, on se pose des questions. C'est quoi finalement la bonne version? C'est quoi finalement la bonne version? Mais en même temps, ça remet en question. Je le dis hier, je continue à le dire. Au Canada, on vend des avions. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que nos enfants congolais, nos frères congolais travaillent dans les compagnies d'aviation à travers le monde. Vous trouverez dans les grandes compagnies d'aviation certains Congolais qui sont là, qui connaissent comment les autres pays achètent des avions. Ou que vous n'allez même pas aller le chercher. Ils connaissent qui achète les avions. Mais comme maintenant, vous allez aller à l'armée et vous voulez acheter les avions, c'est un général ou, je ne sais pas moi, un officier là-bas qui vous demande des pourcentages avant d'acheter les avions chez vous, ça devient compliqué. Quand tout devient COP, même dans la mort, il y aura des COP aussi. Est-ce qu'il n'est pas question aujourd'hui d'échanger notre équipement aéronautique? Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui changer notre vie aéronautique? Est-ce qu'il n'est pas question aujourd'hui de former encore nos enfants dans le pilotage ici au Congo et tout et tout? Est-ce qu'il n'est pas le moment? Ce n'est pas le moment maintenant de le faire. Il ne faudrait pas qu'on dramatise. En même temps, il ne faut pas qu'on tombe aussi dans des accusations gratuites. Comme je l'entends par-ci, par-là. Kabila aurait fait ceci, Kabila aurait fait cela. Non, mais tel a été fait. Ça va être trop... C'est trop... c'est trop tôt d'affirmer que c'est tel qui l'a fait ou c'est tel autre qui l'a fait. Mais ce qui est évident maintenant, c'est qu'il ne s'agit pas d'un crash normal. Il peut s'agir d'un crash, mais qui n'est pas tout à fait normal. Il y a deux options. Soit il y a une erreur technique qui n'est pas à mettre dans le cadre naturel des avions, non. Ici, ça sera dans le cadre de la négligence, de la nonchalance, de l'impréparation, de l'improvisation, de l'amateurisme, bref, de l'erreur humaine. Il faut donc écarter la piste d'un cas normal. Ici, il n'y a pas la normalité. Parce que quand déjà il y a doute sur le manifeste, quand il y a doute sur la trajectoire, quand il y a doute sur l'équipement, quand il y a doute sur la véracité, je veux dire, surtout de la qualité de l'appareil, alors ça, il n'y a plus la nature là-bas. Ce qui est un accident naturel, c'est un accident où l'homme n'intervient pas. Où l'homme n'intervient pas, où l'erreur de l'homme n'intervient pas. C'est-à-dire tout est bien et puis pouf, comme ça, c'est la technique qui vous bloque. Mais ici, nous marchons en sachant que ça peut camper un jour. Et nous marchons avec la foi. Et ou avec l'expérience. On dit, bon, c'est un pilote expérimenté, il sait comment s'en sortir. Non.
Non, dans les airs, il n'y a pas de comment s'en sortir. Dans les airs, il y a vous réussissez ou vous mourrez. Et c'est là, dans ça, que les gens tombent pour la plupart des cas. Donc, à mon avis, vraiment, je vais vous dire la vérité, je ne crois pas en un crash naturel. Non. Les crashs naturels, ça veut dire l'avion est neuf, l'avion est normal, l'avion a subi tout le contrôle technique qu'il faut, l'avion circule dans les conditions qu'il faut, et puis pouf, par une condition ou quelque chose comme ça, un truc comme ça, l'avion tombe. On est d'accord, c'est naturel. Parce qu'il y a des crashs aussi naturels, mais ça, ce n'est pas naturel. Ici, il y a un problème au niveau de notre fonctionnement. Alors, au lieu d'aller chercher les démons ailleurs, par-ci, par-là, essayons d'abord de voir, est-ce que nous avons respecté tout le mécanisme possible? Est-ce que nous avons respecté Mambo Tossal? Je dois vous rappeler que moi, j'ai voyagé dans un Antonov encore, de Mbandaka, avec une Air Kassai, je crois. Je pris un avion de Air Kassai. Nakota na manifesté, hein. Nakota na manifesté. Je suis rentré comme ça parce que j'avais payé l'argent sur place. Sur place, en bas de l'avion. Je payais l'argent. En Mbandaka. Je payais comme ça. C'était quelle année, je ne me rappelle plus, entre 2007, quelque chose comme ça. Directement, je payais mon argent dans la Nakoti. Donc, le roi bus, Nakoti. S'il y avait un problème, est-ce que moi, on allait me compter? On allait certainement retrouver 10 crânes, alors que le manifeste parle de 2 crânes seulement. Et je ne crois pas être le seul, on était nombreux. Le manifeste reprend tout ce qui rentre dans l'appareil. Et parce que c'est à travers le manifeste qu'on sait voir si l'appareil est bien a respecté le tonnage, tout ça. Mais lorsque vous avez des débordements, et vous comptez sur l'expérience d'un pilote, alors vous allez récolter la désolation. C'est ce qu'on est en train de voir. C'est des gens qui sont morts, excusez-moi le terme, inutilement, par la faute des hommes. Et nous sommes en train de perdre nos frères comme ça, tous les jours de la vie. Le secteur où ça fait beaucoup de problèmes aujourd'hui au Congo, c'est le secteur du transport. Je crois que ça peut même venir à la première position. Le nombre de morts liés aux accidents de circulation, que ce soit dans la voie maritime, que ce soit dans la voie ferroviaire ou même dans la voie aérienne, je suis convaincu que les taux de mort dépassent les taux de sida. Dépassent les taux de sida. Il y a des gens qui meurent sous silence. Il y a des personnes qui meurent sous silence. Il y a des gens qui meurent sous silence. Blague. On ne le voit plus. Personne n'entend parler d'eux. Combien connaissent les naufrages dans les fleuves, dans les rivières, dans les lacs? Combien connaissent-ils des naufrages? Tout simplement parce qu'il n'y a rien de prévu. Aucune politique du transport. Que ce soit aérien, que ce soit ferroviaire, que ce soit... Rien du tout. Je vous rappelle encore qu'il n'y a pas longtemps, un train venait de dérailler. Je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps, il y avait des gens qui ont perdu la vie sur le lac Kivu. Et vous connaissez ceux qui ont perdu la vie sur la rivière Ruki, sur le fleuve Congo? Combien? Et dans les rues de Kinshasa, entre Goma et Bukavu, voulez-vous savoir ce qui meurt entre Bas-Congo et Kinshasa? Entre Moanda et Boma? Pratiquement dans tous les tronçons. Il y a des gens qui laissent leur vie. Parce qu'il n'y a aucune politique de transport. Alors aucune. Le ministre de Transport, je ne sais pas ce qu'il fait dans le ministère de Transport. Je ne sais pas ce qu'il fait. Depuis que cette histoire a commencé, on n'a même pas entendu le ministre de Sport parler, de Transport parler. Pas du tout. Il ne s'exprime pas. On dirait que ça ne le concerne pas du tout. Ou s'il s'exprime, c'est à peine qu'il s'exprime. C'est à peine. Lui aussi est en train de chercher les informations comme nous. Alors qu'on devait avoir les informations auprès de lui. Je crois que ce n'est pas sérieux ce qu'on est en train de faire dans ce pays. Ce crash vient encore finalement de déranger un peu la vision de la rupture. Parce que quand on dit rupture, on doit cesser avec les vieilles méthodes. On doit arrêter avec l'improvisation et faire le travail correctement. Mais je crois, moi, personnellement, et je ne demande à personne de me croire, mais je crois personnellement qu'il n'y a pas eu crash naturel, il y a eu sabotage. Je crois qu'il y a eu sabotage et je le crois peut-être à 80%. Je crois qu'il y a eu sabotage, mais reste maintenant à savoir qui sont les commanditaires de ce sabotage. J'atteste la thèse selon laquelle il y a eu un crash, mais pas naturel, lié au dysfonctionnement de l'appareil, lié à la vestuté de l'appareil, lié à l'impréparation de l'équipage. Oui, ça aussi je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais il y a tellement de choses... Il y a tellement des histoires à écarter, des versions à écarter. C'est pourquoi nous avons intitulé ce débat « Antonov 72 a-t-il été abattu ?» de versions croisées et opposées.
Ce que nous voulons, nous, je propose ceci au président de la République. Mettez au clair la version de la boîte noire. Qu'on essaie de savoir. Parce que la boîte noire, je ne sais pas jusqu'à quel point la boîte noire peut nous informer. Est-ce que la boîte noire peut aller jusqu'au point de nous donner les informations? Ça, ce sont des questions que je pose, je ne sais pas. Est-ce que la boîte noire peut nous donner des informations sur les conversations qu'il y a eu dans l'appareil? Est-ce que la boîte noire peut nous donner des informations sur l'avion a été attaqué? Est-ce que la boîte noire peut nous donner des informations sur les erreurs du pilotage? Est-ce que la boîte noire... Donc, bref, jusqu'où la boîte noire peut-elle nous informer? C'est des questions que nous devons vraiment nous poser. Et puis, en même temps, après, que le président de la République essaye de réorganiser les secteurs de transport de l'armée. Dans certains pays, l'armée a parfois les plus belles infrastructures qui puissent exister. L'armée a des plus beaux bâtiments, de meilleurs hôpitaux, de meilleures écoles, pour la plupart des cas. Des meilleures cités, de meilleurs camps, c'est l'armée. Les meilleurs moyens de transport, c'est l'armée. Quand on dit je vais voyager dans un appareil militaire, on a comme l'impression que cet appareil militaire doit être le plus sophistiqué. C'est l'appareil qui doit être le plus au point. L'appareil militaire. Donc il faut redorer cette image-là, ce blason-là de notre armée. Il faut que le président, dans le Conseil supérieur militaire, discute avec la logistique pour essayer de trouver le matériel qu'il faut. Nous ne devons pas manquer d'avions au Congo. Qu'est-ce qu'il en reste déjà? Qu'est-ce qu'il en reste déjà? Depuis l'époque de Mobutu, on avait des avions de l'armée qui étaient toujours un peu défaillants. Je me rappelle encore à l'époque de Mobutu, si je ne me trompe pas, il y avait un appareil qu'on appelait l'Ibumundunda. L'Ibumundunda, c'était aussi, est-ce que c'est Antonov? En tout cas, je peux me tromper. J'étais encore jeune, je ne savais vraiment pas la différence entre un avion à réacteur et un avion sans réacteur. Mais en tout cas, il y avait un appareil dans mon appareil mon père appelait ça l'Ibumundunda. Il a dit c'était vraiment un gros appareil. Alors je voudrais demander au président d'aller emprunter s'il faut ou d'acheter. Notre armée congolaise doit, je pense, je ne sais pas donner les nombres exacts à l'armée parce que je ne suis pas expert dans les caméras d'armée, mais je crois que nous devons avoir autant d'avions, autant d'appareils. Il faut tous un bateau militaire, une flotte, il faut tous un bateau militaire, il faut tous une infrastructure, pardon, je veux dire, camion militaire, train s'il faut. Il faut en avoir parce que les militaires ne sont pas obligés de prendre les avions comme Yabatunyoso. Les militaires qui veulent quitter Massissi pour aller par exemple na Kindu ou aller pour de Massissi na Kisangani, au lieu de prendre l'avion, ils peuvent utiliser le train. Au lieu de prendre les avions, ils peuvent utiliser le train. Donc on peut relier toutes nos bases militaires dans un train sans aucun problème. C'est possible d'avoir une cartographie comme ça. Quand Tchatch, quand Kingandi, quand Boy, c'est relié dans le chemin ferroviaire. C'est moins coûteux et c'est moins dangereux. C'est simple. Et ça permet aussi aux civils de fonctionner. Vous allez très relié Congo-Mbimba. Et que ceux qui veulent remplacer les militaires, qu'il y a base telle, vous les placez dans un wagon et tout, ils prennent le transport, bazongi. Et c'est beaucoup mieux. Moi, j'estime que c'est vraiment bien, quoi. Ça nous permet de contrôler même mouvement, faites même pas les mouvements, mais ça nous permet d'être bien, de désenclaver certaines provinces. Mais malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas. Je crois que dans Félix Tshisekedi, il y a 5 ans, je pense que il y a des militaires, il y a des écoles, des hôpitaux. C'est une bonne chose, mais il y a le transport dans Bango. Dans la ville de Kinshasa, il militaire, il fallait un transport dans Bango. Mais il y a des transport en commun. Et ils ont manqué de respect pour finir tous les jours. Les soldats sont humiliés dans ce pays. Humiliés parce qu'il y a l'axi carte. Oui, mais parce que l'État n'a pas de bus des militaires. L'État n'a pas de bus, il y a des militaires. L'État devrait avoir des bus, il y a des militaires. Dans la ville à Kinshasa, on pouvait en avoir à 15 ou 20. Et veut assurer le transport dans Bango Moko. J'estime que c'est comme ça pour la circulation dans Bango Moko. Vous avez 20, 30 bus que pour les militaires. Extampillés pénal et armés. Donc, vous allez bien.
Ceux qui nous donnent un bateau militaire, un bateau militaire, qu'est-ce qui va nous manquer? La Chani Metal, ça un bateau. Allez-y, la Chani Metal, il y a un chantier là-bas, on a. Faites des bateaux. Si vous ne pouvez pas en faire, achetez des bateaux. À l'extérieur, il y a des pays qui vendent des bateaux. Au Bango, si la salle est là, les neufs, si vous n'avez pas le moyen d'acheter les neufs, vous achetez même les occasions. Vous pensez que tous les bateaux que l'Amérique a utilisés, il y a des bateaux que l'Amérique a déjà utilisés. Bon, ce n'est plus de la technologie, il y a un niveau, on change. Mais allez récupérer, achetez ça. Je suis peiné de le dire, mais si ça peut nous aider, faites-le. Ou alors, soyez ambitieux, trouvez des bateaux dans le Moko. En fait, je ne vais pas dire locaux. Mboko, quoi, Chine. Comme il y a déjà moins 2 000 na bango. Alors, aujourd'hui, la Chine peut parler dans la base, dans la bateau. Pourquoi pas nous? C'est vrai, on va dire qu'on n'a pas un budget, mais ça fait construire. Ce sont les intelligences qui se mettent ensemble pour travailler. Vous avez 15 milliards qui s'échappent tous les jours de la vie, disons toutes les années ici. Est-ce que vous imaginez ce que ça peut devenir? Je pense simplement que nous pouvons faire mieux si nous voulons vraiment le faire. On va le faire. C'en est fini pour aujourd'hui, disons pour le premier numéro. On se retrouve dans la deuxième partie où je parle de Fachi. Est-ce qu'il est prêt pour la guerre? Mesdames et messieurs, je vous retrouve tout de suite. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.